Bonjour tout le monde et bienvenue à Entre deux traites. Ici Alain Lemieux, votre animateur qui, comme vous, chers auditeurs, prend plaisir à chaque nouvelle émission à approfondir un nouveau sujet qui touche la production laitière. Aujourd'hui à Entre deux traites, on va parler d'un sujet qui pourrait bien vous donner un choc, littéralement. On va parler de sécurité électrique sur les fermes laitières. De nos jours, l'électricité a une importance capitale pour le bon fonctionnement de nos fermes. On peut dire sans trop se tromper que la rentabilité des fermes actuelles est, sans qu'on y songe vraiment, étroitement liée à l'électricité. Car tous les systèmes qu'on peut y retrouver dans les étapes de nos jours, que ce soit pour la traite, le refroidissement du lait, l'alimentation, la ventilation, la gestion des fumiers, le confort des animaux, pour nommer que ceux-là, sont, plus souvent qu'autrement, alimentés électriquement. La variété de ces systèmes impose alors des installations beaucoup plus complexes qu'il y a une génération. Mais là, je vous pose une question. Et si? Et si venait une défaillance dans l'un ou l'autre de ces nombreux systèmes? Vu la complexité et la quantité d'installations électriques actuelles, comment pouvoir veiller au bon fonctionnement de tout ça? Chaque année, on voit aux actualités des fermes laitières qui passent au feu. Très souvent reliées à une défaillance électrique. À chaque fois, c'est un vrai drame vu les pertes occasionnées et les dégâts causés. À la lumière de tout ça, il me vient une nouvelle question. Comment améliorer nos chances face à ces risques? C'est ce qui s'en vient aujourd'hui à Entre deux traites. Notre invité est le fondateur et le président de PrevTech Innovation, une entreprise basée à Saint-Hyacinthe qui se spécialise dans la surveillance et la prévention des réseaux électriques. Avec plus de 25 ans d'expérience en capital de risque et en entrepreneuriat, il a une passion pour l'innovation afin de protéger les fermes à travers l'Amérique du Nord. Améliorer la sécurité agricole, réduire les risques électriques et optimiser l'efficacité des exploitations, c'est sa mission. Il est également président d'Agrivolt, une entreprise offrant plus de 30 ans des services dans les services de détection. Pierre-André Meunier, bienvenue en deux traites. Merci, bonjour. Bon, hey, écoute, Pierre-André, parle-moi un peu de toi, ton parcours. Qu'est-ce qui a inspiré ta passion pour la sécurité électrique, en particulier sur les fermes laitières? Ben, écoute, on va tout de suite établir le fait que malheureusement, j'ai pas grandi sur une ferme. Alors, j'ai dû en apprendre quand même beaucoup dans mon dernier parcours des 10 dernières années. Écoute, je suis ingénieur de formation, entrepreneur. J'ai parti ma première business en sortant de l'université, puis je suis tombé très rapidement dans le financement d'entreprises en démarrage, ni plus ni moins ce qu'on appelle du capital de risque. Alors, toute ma carrière, c'était d'accompagner les entrepreneurs avec des bonnes idées, des innovations souvent de pointe, souvent issues d'université, puis faire l'assemblage nécessaire pour les amener au marché, puis les financer. Mais on se trouve à vivre l'expérience entrepreneuriale un peu par emprunt. Hein. On le fait pas vraiment. On coach, on accompagne, on finance, mais on n'a pas le tangible de la chose. Puis un des beaux attributs au Québec, là, dans la famille, on a une propriété dans Bellechasse, puis on se promène beaucoup, puis on est toujours exposé à des fermes. Tu sais, je n'aimerais pas de clients, mais des clients sur le bord de la rue. Puis c'est quoi la réalité agricole réelle? Je pense qu'il y a une belle job qui est faite au Québec là avec l'UPA et des fois Solio, et peut-être d'ouvrir dans le fond l'environnement agricole au public. Oui. Et puis, je suis tombé dans une opportunité d'affaires qui avait, dans le fond, un volet dedans qui était Agrivolt. Alors là, tout d'un coup, j'ai dit, OK, il faut que je m'occupe de ça, il faut que je comprenne ce qu'il y en est, il faut que je comprenne l'enjeu. Et puis, là, ça m'a exposé à ce que c'était l'environnement agricole, ce que c'était opérer une ferme laitière, plus probablement dit. Puis là, c'est un peu le début du parcours. Alors, puis je trouvais que l'expérience là, de partir une entreprise dans le secteur était un élément tangible là, qui peut-être manquait un peu à ma carrière et à ma vie. Là. Alors là, c'est très tangible. Donc, t'es tombé par accident, si on peut dire, dans la sécurité sur les on dit spécialisations ferme laitière ou agricole, là, on peut dire? À la base, dans l'un des projets d'affaires dans lequel j'étais impliqué, c'était de regarder si sur un câble électrique, là, en mettant des capteurs dessus, on est capable de lire des informations sur le signal électrique qui sont des signes avant-coureurs
de défaillance. Alors, on se replace là, il y a 10-15 ans là, avec un autre set de technologies. Alors, un peu l'équivalent de mettre un peu un électrocardiogramme autour d'un bras, puis d'essayer de lire là, avec des probes. Qu'est-ce que le soubresaut du cœur? Est-tu bon? Est-ce qu'on voit des signes avant-coureurs d'une crise d'angine ou d'une crise cardiaque? Ben, sur un câble électrique, on peut faire la même chose. Il y a beaucoup d'informations dans le signal électrique. Donc, mais on le regardait avec une perspective pour le secteur industriel, commercial, des tours à bureaux où là, tu as des équipements là, critiques qui peuvent avoir un impact sur le bon fonctionnement d'un bâtiment. Mais si c'est bon pour la grande entreprise ou le secteur industriel, y a-t-il moyen de ramener un peu de ces connaissances-là dans des secteurs où les équipements sont tout autant critiques puis peuvent avoir différents impacts? Alors ça, c'est un peu le parcours. Là. Je suis tombé dans une opportunité très commerciale industrielle, mais sous cet environnement-là, il y avait quand même un volet qui était déjà existant, qui était l'impact un peu de ces enjeux électriques-là sur le confort animal. Un sujet quand même pas mal plus, on va le dire, loadé. Là. Oui. Et ça, j'en ai appris quand même pas mal sur le sujet. Là. OK. Puis, ben, comme un dicton qui dit, trouve un manque, comble le manque. Exact. Donc, c'est sûrement dans cette idée-là que Agrivolt et PrevTech viennent un peu combler le manque. Oui. Ben, oui, puis je vais être très transparent, en apprenant un peu sur le sujet très complexe, puis je vais dire un peu malmené, là, de mélanger la technologie, le confort animal, puis la compréhension que j'avais aucunement de ce que c'était d'opérer une ferme avec des animaux dedans. Puis l'enjeu de tension parasitaire, là, bon, il y a de la place pour vraiment se mélanger, pour pointer du doigt à mauvaise place. Par contre, puis là, c'est vraiment comme ça que j'ai parti PrevTech, là, c'est que en amenant un client à apprécier l'importance de son réseau électrique à la ferme, mettons que ça va pas bien, qu'il y a des enjeux de confort animal, puis que parmi toutes les variables complexes d'opérer un troupeau, on en arrive qu'il faudrait gérer la variable électrique. Parce qu'il y en a plus de courant à la ferme, ça a-tu un impact, oui ou non? Mais en gérant ça, tu as une conversation beaucoup plus détaillée sur l'appréciation du réseau électrique puis l'importance de le tenir à jour, de le mettre à niveau, de le tenir au code, de bien l'entretenir, travailler avec son électricien. En faisant cet exercice-là, ben, on ne fait pas juste corriger potentiellement le problème de courant parasitaire, on se trouve aussi à rehausser le profil de sécurité électrique puis sensibiliser le client sur, la présence d'un réseau puis l'importance de le tenir en santé. Mais ça, vu que le sujet de la tension parasitaire, c'est un sujet très ciblé, très niche, il y en a qui y croient pas, il y en a qui y croient, tu sais, puis il y a beaucoup de folklore, ben je dis, écoute, on va laisser ce sujet-là de côté. Puis la sécurité électrique, là, que tu as des enjeux avec des animaux ou non à cause d'un sujet de tension parasitaire, c'est une chose. La sécurité électrique, là, c'est bon pour tout le monde, dans toutes les industries. Il y a la santé, il y a la sécurité aussi des individus, parce qu'on est rendu avec des charges électriques importantes à la ferme. Alors, si on a des équipements qui sont mal raccordés ou quoi que ce soit, ben, ça peut être dangereux pour l'électrocution. Puis avant de penser à des enjeux plus dramatiques, l'incendie, etc., en premier lieu, c'est la sécurité des travailleurs, des fermiers eux-mêmes. Puis après ça, bien nécessairement, tu as tous les autres bénéfices de faire ça. Alors, c'est parti de prendre un sujet un peu peut-être maltraité à travers les années, puis d'essayer de le simplifier pour essayer d'amener, dans le fond, une perspective plus démocratique, plus facile d'accès sur c'est quoi les bénéfices d'avoir un réseau électrique en santé, sans nécessairement là, pointer du doigt à gauche, à droite. Là. Ben, là, tu fais souvent, depuis ton arrivée, tu fais souvent des parallèles à la santé. Donc, on peut dire que sur une ferme, c'est le dicton « un esprit sain d'un corps sain », ça s'applique là aussi. Comment ton entreprise a commencé à fournir des solutions de sécurité sur les fermes laitières? Ben, comme dans bien des business, tu penses qu'il y a un besoin, mais l'important, c'est pas ce que moi je pense comme besoin, c'est ce que le client va en avoir besoin. Puis nécessairement, étant donné que dans l'équation de la gestion du risque de la sécurité électrique, il y a un autre acteur autour de la table qui est toujours pas mal présent, qui est l'assureur, qui se trouve être un partenaire financier qui protège l'actif. Là, tu dis, OK, oublions l'assureur. Si je mets un appareillage qui détecte des éléments, est-ce que ce que je détecte, c'est pertinent pour le client? Alors, pendant un an, la première année, en 2017, là, j'ai fait une quinzaine d'unités, une vingtaine d'unités, j'ai installé à peu près une vingtaine de clients. Puis à chaque fois qu'elle sonnait, je prenais mon char, j'allais chez le client, je prenais son électricien, on trouvait le trouble, puis là, on servait de bord, je demande au producteur,
C'est pertinent ce qu'on vient de pogner là? Oui ou non? Je sais pas, moi, là. Ah, ben oui. Ah, parce que, tu sais, moi, dans le fond, l'importance d'une pompe à lait, l'importance d'une pompe à vacuum, l'importance d'un écureur, l'importance de la somme pompe là, dans le coin, tous ces éléments-là, où que je capte un problème sur une somme pompe, c'est-tu vraiment si pertinent que ça? Est-ce qu'on est en train de crier au feu? C'est quoi le cas d'usage dans la vie quotidienne d'un producteur? Que si ça lâche, ça engendre quoi comme situation? Puis là, à force d'en faire pendant un an, à tester concrètement ces petites victoires-là, pas des affaires catastrophiques, je me percevais, ouais, je pense qu'au-delà de la discussion d'incendie, qui est souvent capte l'attention, tu sais, la chemise rouge et tout, si on est capable d'amener, dans le fond, une paix d'esprit par essayer d'amener nos clients à considérer l'avantage d'être informés d'une situation qui se développe, puis de gérer cette situation-là un mercredi après-midi en 2 tâches versus gérer ça en catastrophe ou en réaction un dimanche soir, ben ça, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle la maintenance préventive. Puis quand on le fait de façon cohérente et consistante, ben c'est sûr qu'on en a des bénéfices de temps, d'argent puis de stress. Là. Alors ça, ça a été le motivateur pendant un an, essayer de dire, ouais, je pense qu'il y a de quoi d'utile, puis on va découvrir comment bien le livrer avec le temps. On n'est pas parfait non plus. Là. D'accord. Puis c'est ça, tu me disais qu'au début, tu avais installé une dizaine de modules, puis que tu allais à chaque fois qu'il y avait un problème, tu allais vérifier sur place. Oui. Qu'est-ce que, mettons, le problème le plus fréquent qui arrivait? Oh boy. Ben écoute, dans le laitier, là, on en a plein, là, surtout maintenant, faut que je prenne en perspective à l'époque. Là. Donner un exemple très, très pertinent. Là. On a un enjeu, on dit diagnostic, on s'aperçoit que c'est le circuit de la pompe à puits. La pompe dans le puits. Ben, écoute, on s'entend qu'on la pompe qui est dans le fond du puits, là, c'est pas trop une préoccupation qu'elle pogne en feu. Donc là, on laisse tomber toute la conversation d'incendie. Mais un opérateur qui sait que cette pompe-là, ça fait 7-8 ans qu'elle est dans le fond du puits, là, elle a peut-être perdu son étanchéité, elle commence à montrer des signes avant-coureurs de faiblesse. Pas de te dire ça va lâcher dans 2 heures, 2 jours, 2 mois. Mais là, tu as un opérateur qui est conscient que sa pompe, elle montre une défaillance, un début de défaillance. Des signes de fatigue. Prévoir peut-être de la faire vérifier, la faire changer ou quoi que ce soit, versus te retrouver avec pas de pompe, pas d'eau, souvent un temps qui est plate, ben ça, je me disais, ouais, ça peut être utile, puis ça n'a rien à voir avec tout le discours dramatique d'incendie. Les éléments dans les réservoirs à eau chaude. Écoute, déjà, on appelle nos clients, un producteur de lait qui fait 2 traites par jour, on l'appelle, puis on a une alarme à 4 ampères à 10h30 le matin. Premier breaker qu'on flippe, c'est la tank à eau chaude. Surtout en hiver, au froid de rentrer, tu as fait ton nettoyage de pipeline, tu as utilisé pas mal ton eau chaude, puis là, toute ta séquence opérationnelle est pas mal finie. L'élément qui roule le plus, probablement à la ferme à cette heure-là, après le train, ben c'est ta tank à eau chaude qui remet ta température à niveau. En plus, il faut que vous la rouliez plus haut que la moyenne. Ben là, nécessairement, quand il y a un élément qui lâche, ben là, nous, on le pogne. Et souvent, le client va le pogner quand le deuxième lâche, puis tu es plus capable d'atteindre ta température au lavage. Alors ça, c'est des petits éléments qui sont très simples, mais qui, dans le fond, amènent encore là une maintenance préventive avant d'être en mode réactif. Ouais, c'est ça, dans le fond. Comme ça, on en a plusieurs. OK. Mais souvent, c'est relié à des problèmes. Tu sais, on parle d'abreuvement des vaches avec la pompe à l'eau, mais aussi l'eau chaude, ça fait partie prenante des opérations d'une ferme laitière parce que, on le sait, pour laver les équipements, ça prend une eau à une bonne température. Donc, les tanks à eau chaude, c'est hyper important. Puis, ben, c'est une source qui consomme beaucoup de courant, effectivement. Je vais donner un autre exemple, on en a beaucoup, là, surtout à ce temps-ci de l'année, quand on commence à avoir nos premiers plus grands froids, là, surtout en région, des bols à eau chauffante. Okay, c'est quand même un truc qui est pas mal utile, là, mais c'est en stainless, puis dans l'environnement avec des animaux, avec de l'ensilage, du foin, puis de la paille, puis là, ben, nécessairement, cet élément chauffant-là en dessous, là, ça fait qu'un bout de temps qu'il est là, il a corrodé, etc. Ben là, nécessairement, quand il se met à fonctionner à ce temps-ci de l'année, là, on en pogne quand même beaucoup. Alors ça, après ça, si on parle de confort animal, est-ce qu'on parle de l'enjeu de l'intégrité de la bolle à l'eau chauffante, mais aussi on a un animal qui va aller se mettre la bouche dans de l'eau ou avec une bolle en stainless qui est shortée avec 1 ampère de défaut dessus.
Là, on mélange, on était un peu à l'intersection des deux sujets. L'aspect sécurité, parce qu'on en a pris des bols à l'eau où est-ce que c'était tellement compromis en dessous à cause de la corrosion, puis on ne l'ouvre pas souvent non plus. Ben, nécessairement, on se ramassait avec des étincelles, avec un environnement où tu as du combustible, là, comme de la paille et du foin. Alors ça, nécessairement, ce que ça nous amène dans notre narratif avec notre client, quand on est en début de saison comme ça, c'est de probablement faire une inspection visuelle. Élever le capot, checker en dessous, voir si c'est correct, t'es bien raccordé, si l'élément n'est pas cassé. Alors des fois, avant même de penser à des affaires complexes de technologie, c'est d'imbriquer dans ces procédures de travail qui sont déjà bien chargées, une maintenance visuelle, une inspection visuelle de choses qu'on sait que par expérience peuvent faire défaut. Dans le fond, ce que je comprends, c'est les années d'expérience que tu as accumulées, ça t'a permis de faire des observations qu'on peut transposer aux saisons, parce que justement, on parle de bol à eau chauffante. Les bols à eau chauffante qui, de avril à novembre, ne fonctionnent généralement pas. Exact. Mais là, on arrive décembre, début décembre, les premières gelées, tout ça. Là, OK, on le rallume. Puis là, ben, c'est des choses qui peuvent faire défaut parce que justement, après un certain temps, la corrosion, etc. Et dans le fond, c'est sûr que avec cette expérience-là, tu es en mesure de bien conseiller tes clients par rapport à ça, avec toutes les expériences que tu as accumulées depuis le temps. Ben, c'est dans une conversation, parce que nous, c'est une approche de service où est-ce que souvent la donnée électrique est abstraite. Je dis à quelqu'un que tu as 2-3 ampères de défaut sur le panneau B, là. OK, je fais quoi avec ça? C'est quoi? C'est quand, comment? Le pattern ou la séquence dans quand est-ce que ça arrive dans la journée. C'est sûr que l'appréciation de comprendre un peu ce qui peut se passer dans une ferme laitière de différentes envergures. On a des clients aux États-Unis qui ont 15 000 vaches à la traite, par une dynamique. Alors, sachant un peu la taille, le type de fonctionnement, carrousel à robot, stabilisation libre, attaché, tu as une certaine connaissance un peu des équipements que tu peux retrouver. Donc, quand on voit un défaut, puis ces paquets de petites lignes un peu n'importe où dans la journée, qu'on n'en a pas le soir, ben, parce qu'on en a plus dans le jour, ben, bon, peut-être regarder les brosses à vache. Puis, la broche à vache est montée sur une structure, puis ça swivel constamment, c'est c'est traité rough un peu. Là, à un moment donné, les joints du câble, ils viennent à manchouiller, puis on a un enjeu. Encore là, on n'a pas besoin de créer la catastrophe, mais par contre, on a une défaillance électrique. En hiver, quand le moteur de débouleur, on le fait fonctionner, puis il y a un peu d'humidité, puis ça jamme, puis on pogne un moton de glace, le moteur, il n'aime pas bien ça. Des fois, ça crée des enjeux électriques. Mais avant de sauter à la conclusion qu'il faut tout changer, on peut travailler avec l'électricien et le client, puis quand on vraiment identifier l'enjeu réel. C'est le moteur du débouleur ou c'est 6 poutres de câble là, qui graine sur le béton depuis 10 ans qui fait défaut. Alors, des fois, c'est d'inspirer un peu à la curiosité, à être patient, parce que les enjeux électriques, ça se trouve pas toujours super facilement. Ça prend une méthode, ça prend une démarche. Puis on juge que si l'expérience est positive, à trouver le défaut assez rapidement, puis c'est pas toujours facile. Et si on améliore cette expérience-là, bien nécessairement, on encourage tout ce qui est nécessaire pour avoir un comportement préventif. Puis en même temps, bien, ce qu'on cherche à avoir, c'est que dans la business, là, qui sont d'envergure, c'est que cette responsabilité-là ou cette culture de prévention-là, elle soit supportée par tout le monde dans le business. Que ce soit pas juste le père ou le fils ou les personnes qui sont impliquées juste avec les animaux. Il faut que ce soit un comportement général de vouloir être en avant des problèmes d'une certaine façon. Déjà qu'il y en a amplement à gérer tous les jours. Oui, c'est certain. Oui. Dans le fond, ton diagnostic, dans le fond, c'est de procéder surtout par élimination. Exact. Donc, puis ben, en fait, c'est aussi de conscientiser les gens qui sont tout alentour de la ferme. Absolument. Là, bon, ton entreprise suggère un système. Peux-tu me parler un peu comment que ça fonctionne, la surveillance du réseau électrique, tout ça? C'est-tu complexe, cette affaire-là? Pas du tout. Pour nous, la détection, c'est vraiment la partie facile. On n'a pas réinventé la roue, là. Je vais vous dire, tout le monde a à peu près un système comme le nôtre dans leur salle de bain. Alors, tu sais, un détecteur de ground fault, là, quand il y a de l'eau au mur, ça se déclenche, on détecte une fuite de courant, on détecte un défaut de courant, ça ferme la prise de courant. Nous autres, on ne ferme pas l'interrupteur à la ferme. Par contre, on est capable de suivre l'évolution, la croissance du problème. Puis une fois qu'on arrive à un seuil ou différentes règles d'alarme, ben là, on informe le client. Puis nous, on le suit de notre côté. Mais je peux garantir qu'à chaque fois qu'on a une situation, là, on n'a pas un client qui est assis dans son salon qui attend les alarmes Preftech. Tous nos clients sont occupés à faire d'autres choses. On soit dans le champ, où ils ont d'autres business. L'hiver, quand il neige, puis il y a un problème, ils sont en train de faire du déneigement.
Alors, nous, d'une certaine façon, là, au-delà de la partie technique de ce qu'on installe chez le client, c'est d'être un peu la tape polie sur l'épaule. On va dire, écoute, on dit quand même d'avoir un peu de ton temps parce que ça prendrait un peu d'attention pour trouver c'est quoi le trouble. Puis les problèmes électriques, là, ça se règle pas tout instantanément. Là. Des fois, ça peut être une séquence. Donc, comment ça fonctionne? On va installer un appareillage au niveau de l'entrée électrique principale, puis il faut voir ça un peu là, comme un stéthoscope. OK, on va regarder l'état de santé du réseau électrique. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on veut s'assurer que le courant là, électrique, de l'entrée principale jusqu'à toutes les composantes qui fonctionnent avec du courant électrique à la ferme, que le courant circule de façon conforme, d'un câble, d'un contacteur, dans les boîtes de jonction, dans le moteur, dans le winding, puis pas ailleurs. Puis ça, c'est de la science appliquée. Il n'y a rien de magique là-dedans. L'analogie bien simple que je prends là, des fois pour sursimplifier la chose, prends une hose à jardin, tu mets 2 litres d'eau d'un bout, il est supposé d'en sortir 2 litres à l'autre bout. En étant hose à jardin à la ferme, là, c'est fait ramasser dessus par le tracteur une couple de fois, il va y avoir une couple de petits trous dedans avec le temps. J'envoie 2 litres, il en sort 1,9 à l'autre bout. Le point 1 qui manque, là, il n'est pas disparu, il fait juste couler au sol. Puis ça, ben, l'endroit où tu perds ton courant, c'est un point chaud. C'est un point non conforme. Parce que quand tu tombes dans le 5, 6, 700 milliampères, là, ça commence à dégrader l'isolant. C'est là que tu commences à avoir un point chaud. Puis, malheureusement, qu'on le veuille qu'on le veuille pas, malgré toutes les bonnes pratiques de maintenance à la ferme, on va être dans un environnement poussiéreux. Il va y avoir de l'ensilage. Il va y avoir de tout. Puis en plus, on est fortement ventilé. Donc, on a toutes les composantes pour provoquer une situation d'émission. Alors, c'est pour ça qu'on va les capter assez tôt. Mais il faut bien comprendre que notre objectif, c'est pas rendre la ferme parfaite. On est dans un environnement quand même hostile pour les équipements. Corrosif, c'est humide, les équipements fonctionnent durement. Alors, il faut travailler avec une certaine forme de tolérance puis de compréhension de l'évolution. Puis, à un moment donné, par contre, si on se mérite la confiance de notre client puis qu'on donne la tape sur l'épaule qu'on a besoin de temps pour diagnostiquer, ben c'est là qu'on s'attend à avoir du temps de notre client pour vraiment mettre le doigt dessus puis trouver le chemin vers ce que nous, on considère être l'ultime acte de prévention, c'est la mesure corrective. Savoir que tu as un trouble, c'est un bon bout de chemin, mais de mettre la mesure corrective en place, c'est vraiment ultimement la seule affaire qui te permet d'être préventif. Tu sais, ton check engine light dans l'auto, là, si tu le laisses allumer pendant 6 mois, faut pas être surpris si t'es arrêté sur le bord de la 20 moment donné. Oui, c'est sûr. Écoute, depuis le début, tu fais des beaux exemples, des analogies, tout ça. J'aime particulièrement ton analogie avec le boyau d'arrosage. Pour quelqu'un qui est nul en électricité comme moi, là, ça me fait vraiment... L'image est éloquente du courant électrique, justement, avec l'eau qui s'écoule d'un tuyau percé. C'est très, très éloquent comme image. Écoute, comment l'amélioration du système de la sécurité électrique peut faire, mettons, plus profitable pour les fermes laitières? Ouais, profitable. Écoute, tu sais, je savais très bien qu'en partant dans la business, on n'était pas ce que je vais considérer mission critical, comme on dit en anglais. Tu sais, faire de la prévention, là, ça fait pas faire plus de lait, ça fait pas faire plus de petits cochons ou de plus d'œufs. Tu sais, c'est comme un ajout sur la bienveillance de comment on veut que sa business ça l'opère. On va laisser de côté là, le confort animal puis l'enjeu c'est la productivité pour l'instant. Mais avec l'expérience, on a à peu près 5 à 6 interventions avec nos clients par année. 5 à 6 interventions par client par année, là, dans la majorité des cas, ça n'a rien à voir avec un incendie qui pourrait se provoquer. C'est tous les exemples que j'ai donnés un peu tantôt où est-ce que de pouvoir régler ce problème-là avant que ça devienne une vraie situation, dans les yeux de nos clients, quand ils nous l'expriment, il y avait une valeur là-dedans. La valeur, là, c'est pas toujours de l'argent. Des fois, c'est le stress, des fois, c'est le temps, des fois, c'est un peu le bordel que ça va créer dans l'environnement de travail. Si une chose se produit, puis ça provoque une autre affaire, puis alors ça, là, c'est l'agenda quotidien d'un producteur qui est complexe, puis qui, malheureusement, il est déjà perturbé du fait que tu vis avec du vivant, puis le vivant, ben, il fait pas tout le temps ce que tu veux. On est-tu capable d'enlever certaines variables complexes qui sont aléatoires puis qui viennent un peu scraper le flow normal? C'est sûr que là, il y en a qui disent, ouais, si tu fuis du courant au sol, si tu règles ça, tu vas sauver l'électricité. Honnêtement, c'est marginal. Ça n'a pas vraiment d'impact sa facture. Puis, dans des discussions comme ça, j'ai pas le goût de tomber dans le dramatique puis l'incendie.
Mais pour avoir été sur des fermes qui ont été victimes de ça, ben, j'oserais même pas me prononcer sur ce que c'est pour l'impact de la famille, la communauté, tout le monde s'embauche, la sécurité, puis les animaux. C'est catastrophique. Je peux pas faire le métier qu'on fait sans aller voir de visu ce que ça représente, mais jamais d'emprunt, je veux dire que je sais ce que ça représente. C'est épouvantable. Puis ça, ben, d'autant plus dans le laitier, se redresser d'une perte catastrophique comme ça, avec tout le profil génétique, la dynamique familiale de reproduction, ça, j'oserais même pas le dire que c'est un élément associé à la profitabilité ou la rentabilité d'une business, c'est un reset majeur. Alors, si on est capable de réduire ça de façon matérielle, puis je pense qu'on a un impact notable, ben ça, je pense que ça valait la peine de faire ce qu'on fait. Ben écoute, moi je trouve Pierre-André, pour un gars qui est pas issu du milieu agricole, je pense que tu as tellement bien saisi la réalité en agriculture. Puis je te félicite là-dessus. Écoute, Pierre-André, on va faire une courte pause, le temps de présenter le message de notre commanditaire, puis on revient tout de suite après. Cette saison des fêtes, qu'entends-tu, dis-moi? Les produits laitiers canadiens qui répandent la joie. Du lait et du beurre pour les patates pilées, des fromages pour régaler la parenté. Et derrière chaque plat, que vois-tu là? Des producteurs passionnés et des normes élevées. C'est en plein ça. À toi et tes proches, on te souhaite de joyeuses fêtes. De la part des producteurs laitiers du Canada. Et merci de choisir les produits laitiers canadiens. Nous sommes de retour avec Pierre-André Meunier de PrevTech Innovation. Pierre-André, quel est l'un des plus grands pièges ou fausses croyances que les agriculteurs peuvent avoir sur la sécurité électrique de leur ferme? Ben, je ne serai pas le politicien en pas répondant à ta question. En ne répondant pas à ta question, je vais peut-être l'adresser d'un angle différent parce que ça serait comme porter un jugement que il y a des méconceptions ou un manque d'éducation sur l'électricité. C'est sûr que je vois une grosse différence des fois entre la nouvelle génération qui rentre, qui sont à l'LITA, qui ont une formation technique, puis on donne souvent des conférences à ces jeunes-là pour fondamentalement, puis c'est là que ma réponse allait, là, avant de parler de technologie, puis de monitorage, puis de produits, il faut juste prendre conscience qu'on a un réseau électrique à la ferme. Puis ça, c'est pas à faute d'être producteur ou quoi que ce soit, là, c'est juste un peu le privilège qu'on est d'être au Québec, qu'en Amérique du Nord, où est-ce qu'on a du courant de façon très facile. On branche notre toaster dans le mur à la maison, personne ne se pose la question comment ça marche. Ça fonctionne. C'est toujours là. Peu importe qu'on va au chalet, il y a des prises de courant partout, tout fonctionne. On prend pour acquis notre réseau électrique. C'est un privilège. Ça fonctionne bien. Puis en plus de ça, je peux dire qu'au Québec, on a un très bon réseau. On aime ça critiquer, là, mais comparé à des États américains et à d'autres endroits dans le monde, on a une bonne qualité de courant. En région, on a des difficultés des fois, mais c'est normal. Mais de prendre conscience que, puis là, je vais faire un commentaire peut-être un peu audacieux, mais quand on adresse un peu le sujet avec nos clients, on essaie de leur faire prendre en considération que c'est probablement la pièce d'équipement la plus critique de leur opération. Bon, c'est sûr que quand tu es producteur laitier, les équipements critiques, c'est la pompe à vacuum, les drives, les moteurs de ton carrousel, tes robots, OK, tout ça fonctionne sur ton réseau électrique, là. Alors, si tu as une défaillance critique sur ton réseau électrique qui peut amener toutes sortes de conséquences, puis la liste est assez longue, là, au-delà de l'incendie, ben là, c'est peut-être que si tu prends du temps de maintenance, puis de l'entretien, puis tu es vigilant sur comment va bien fonctionner tes équipements, tu es à l'écoute aussi, il y a toujours le sixième sens. Hein? Ouais, les producteurs, quand on fait du diagnostic, des fois, la première affaire, pensez de quoi de différent? Ah oui, j'ai entendu ça, il y a un bruit différent. Le sixième sens d'un producteur à la ferme, il est hallucinant. Il faut pas l'enlever de l'équation. Mais le problème d'un réseau électrique, c'est que ça jase pas gros. Puis quand ça jase, puis ça fait du bruit, ou ça sent, il est trop tard. Alors, d'avoir conscience qu'on a un réseau électrique dans les murs, des bâtiments, puis etc., ben, puis de voir que c'est un équipement critique et stratégique à l'opération, ben, pourquoi pas mettre des mesures de maintenance, travailler avec son électricien, faire, dans le fond, des activités qui sont peut-être possibles de faire lorsqu'on est, je vais dire, moins occupé, là, c'est un gros mot, mais à ce temps-ci de l'année, lorsqu'on n'est pas en train de faire des travaux au champ, on n'est pas en train de faire des projets d'agrandissement ou de rénovation,
Faire ouvrir les panneaux électriques, faire un petit downtime avec son électricien, serrer les logs d'un quart de tour, serrer les connexions sur les breakers, passer en shop vac d'un panneau. C'est pas des affaires qu'on a le temps de faire souvent l'été. Mais je dirais une fois par année, une fois par 12-18 mois, c'est vraiment une action qui a une très longue portée. Alors ça, mes conceptions, c'est une question que j'ai étendue plus loin. C'est souvent un manque d'appréciation de l'importance critique qu'un réseau électrique a dans les opérations d'aujourd'hui. On a encore des fermes familiales avec un panneau de 200 ampères, on en fait beaucoup avec ça, mais on débarque maintenant dans les fermes, on a des entrées de 2000 ampères, du 600 volts, des transformateurs, on a des réseaux carrément comme on retrouve dans l'industrie, puis ça fonctionne. Donc, on se pose plus ou moins de questions sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour les maintenir. Puis aussi, on a aussi une disparité de ressources en région. Nos électriciens sont occupés. Alors, d'essayer de prévoir, dans le fond, dans sa séquence, de la maintenance, puis un certain respect de son réseau électrique, ça peut avoir une très longue portée. Ouais, c'est ça, dans le fond. Écoute, tu parles d'abondance. Je veux dire, tu sais, dans l'abondance, on devient un peu aveugle de la base. sais. Puis c'est quand qu'il arrive quelque chose de grave que là, on réalise à quel point cette chose-là qui est comme quotidienne, qui est comme banale, à quel point elle est essentielle à notre fonctionnement. Puis tu me disais aussi le sixième sens. Tu sais, il y en a quand ils ont été, mettons, échaudés dans le passé, le sixième sens va parler plus fort. Fait que, tu sais, c'est malheureusement, la nature humaine est faite comme ça. On réagit plus hâtivement quand on a subi des traumatismes dans le passé. Fait que, tu sais, c'est normal. Puis, tu sais, je vais prendre une autre analogie. Tu sais, il y a 25 ans, 30 ans, porter une ceinture dans l'auto, là, ça faisait pas trop. Aujourd'hui, je regarde mon gars, c'est un réflexe, on le fait. Mais j'ai peut-être pas eu d'accident pour me le montrer, mais ce qu'il y a eu entre-temps, il y a eu de la sensibilisation, il y a eu de l'éducation. T'as beaucoup plus d'impact total sur une communauté en ayant une formation avec des exemples positifs que d'essayer d'apprendre par l'exemple négatif de ton voisin ou malheureusement l'opérateur lui-même s'il passe au feu ou il y a un enjeu. Alors, je pense qu'il y a une fonction d'éducation, comme le sujet qu'on adresse aujourd'hui. Oublie l'aspect promotionnel de mon logo PrefTech. Fondamentalement, ce que je veux encourager, maintenance, conscience de l'importance du réseau électrique, l'importance d'avoir une bonne compréhension de l'impact que ça peut avoir, puis d'instaurer, dans le fond, une culture de prévention dans l'organisation. Ça, là, ça va faire plus que n'importe quelle solution que tu peux mettre dans ta ferme. En fait, c'est la clé, c'est la conscientisation, probablement répéter, puis redonner le message sur une autre façon de le dire, mais la base du message reste toujours la même. C'est toujours la prévention qui est préférable. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis, on se fait 8 ans qu'on fait de l'éducation, puis on est toujours ouvert à faire des formations de sensibilisation, puis des fois, c'est de donner des exemples concrets, sans être dramatique non plus, puis avoir l'air d'un agent de la peur, là, que si tu fais pas ça, tu passes au feu, ça n'a rien à voir. De fait, l'an passé, on a géré 24 000 cas. Sur les 24 000 cas qu'on a gérés, il y en a eu juste 0,5% qui étaient des situations, je vais dire, critiques. Là. Quand je dis critique, c'est qu'on retournait à la ferme, puis il était temps. Parce que là, ça fumait, ça fondait, c'était critique. L'autre 99,5, c'est tous des exemples, comme j'ai mentionné tantôt. Puis ça, dans notre perspective, c'est excellent dans le sens que c'est des petites victoires successives qui démontrent dans le fond, le bénéfice de faire du monitorage, mais aussi de travailler de façon proactive pour les régler. Quand tu règles un problème, c'est sûr que c'est difficile d'apprécier la situation que tu vivras pas. Je l'ai réparé, donc j'ai pas eu de problème. Y a-t-il un bénéfice? C'est un peu théorique tout ça. Là. Mais quand tu le fais de façon consistante dans le temps, là, nécessairement, il arrive des situations qui vont se produire parce que là, tu dis, à cause de ma façon d'adresser cette situation-là, on s'est peut-être sauvé d'un paquet de troubles, voire quelque chose d'assez grave. Puis ça, c'est ce que je trouve être le fameux comportement préventif qu'on cherche à avoir. Donc, on parle de prévention. Là, les producteurs laitiers, on est tous au mois de décembre, on a tous fini dans le champ. Ouais. On a tous plus de temps à investir dans le bâtiment de l'étable
qui est le cœur de l'activité de l'entreprise. En fait, c'est le lait. Donc, comment les producteurs, des producteurs laitiers peuvent, mettons, par des manœuvres préventives ou mettons, avoir un œil plus avisé sur leurs installations, comment ils peuvent reconnaître des problèmes électriques potentiels avant que ça devienne critique? Il y a beaucoup de contenu là-dedans. Là. Oui. Il y a le temps, on va prendre le temps de l'année. OK? Le temps de l'année, d'avoir le temps de pouvoir regarder l'ensemble de son bâtiment, puis ses équipements, puis de faire une tournée. Puis des fois, peut-être prendre une demi-journée de son électricien, là, puis peut-être, je l'espère, des fois moins occupé, là, parce que on va toujours encourager que tous les travaux électriques soient faits par un maître électricien. On sait, on travaille avec des entrepreneurs, nos fermiers n'ont pas les mêmes plein de pouces, puis sont capables. Mais en même temps, on essaie d'amener un peu le sujet quand on est rendu avec du triphasé, 600 volts, puis de l'ampérage. Il y a moins de place à pouvoir s'improviser entre le fil noir, le fil blanc, puis le fil vert. On va encourager la bonne pratique, un maître électricien. Puis des fois, c'est d'ouvrir les boîtes de jonction. Des fois, il y a de l'humidité qui s'est ramassée là-dedans. Des fois, on a de la petite vermine qui est allée se faire réunir, puis on a de la paille. D'ouvrir les affaires. On ne voit pas à travers les murs, là. On ne voit pas à travers les boîtiers. Ouvrir un panneau électrique. Puis qu'un électricien, on a une caméra thermographique, là, puis il est faire un exercice, là, puis tu sais, oui, il y a des thermographes certifiés, puis etc., mais il y a un exercice quand même valable juste à faire cet exercice-là une fois par année. Prendre un tournevis, une fois que le panneau est désénergisé, là, puis tourner les logs, serrer les connexions. On est dans un environnement, on a des moteurs, ça vibre, tu sais, la structure, elle bouge. C'est des structures vivantes, là, les fermes. Tout bouge, tout vibre. Donc, quand tu as une vis dans un trou à vide, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se lousse. En plus, il fait chaud, il fait froid. Donc, tous ces éléments mécaniques-là sur des composantes qu'on pense qu'ils ne bougent pas, ben, ils bougent. Donc, ta vis, là, elle bouge d'un millième de pouce à toutes les fois qu'il vibre. À un moment donné, il est lousse. Puis ton point de jonction, on va appeler ça un joint résistif, là, où est-ce que ta connexion n'est pas solide, ben là, tu as de l'arcage, tu as de l'échauffement. Ça, là, ça se règle très facilement avec, dans le fond, des actions de maintenance avec un électricien. Ça prend pas une tonne de temps. Puis ça, là, souvent, quand on fait faire ça, là, c'est incroyable ce qu'on trouve. On va trouver des breakers, le fil il est complètement lousse dans le breaker. C'est sûr qu'il n'a pas été installé comme ça au départ. Hein. C'est juste que là, il flotte. Puis là, ben, le breaker, il est tout noirci parce que le fil, à chaque fois qu'il est en contact, il fait un arcage. Les mêmes logs, grosses logs qui rentrent tes câbles principaux dans le breaker. Ça vide. C'est pas rare que tu vas mettre un Allen key là-dedans, puis tu vas être capable de faire un tour complet. Alors, tout ça, on le fait de façon régulière. Écoute, la liste est longue. Un exemple aussi, dans l'hiver, mais aussi près du printemps, c'est pas rare que on va avoir des sortes de ventilation qui ne fonctionnera pas pendant 5-6 mois de l'hiver. Puis là, la glace se pogne là-dedans, l'humidité pogne ses impellers. La fan est carrément dans la glace. Alors, des fois aussi, donner une chance à donner de la longévité à ces équipements, c'est s'assurer de dégager. Des fois, aller à l'extérieur, puis dégager l'ouvre, puis laisser dans le place pour pas que la glace pogne les impellers, briser, puis tordre le shaft. Toutes sortes d'affaires qu'on s'aperçoit au printemps, mais ça, c'est des trucs de maintenance. Peut-être pas de nature électrique, mais il va apporter de la longévité à vos équipements, puis en même temps, va te permettre de pouvoir avoir un regard visuel. Quand on regarde la chaleur dans les panneaux électriques, on met des sons dans les panneaux électriques. Je vous dirais que c'est probablement le type de faute qu'on retrouve le moins souvent, mais souvent, dans la chambre électrique, il fait juste trop chaud. Parce que dans la chambre électrique, c'est pas rare que c'est la chambre mécanique. On a la pompe à vacuum, on est refroidisseur, il fait chaud. C'est pas rare, on rentre là-dedans, il fait 30-40 degrés, puis il fait moins 20 dehors. Alors là, c'est un problème électrique, mais ton panneau qui roule à 50 degrés à côté, ben, les isolants sèchent, les breakers sèchent. Tout se détériore plus rapidement. Alors, ton équipement électrique qui pourrait faire un bon 20-25 ans, là, tu viens d'y enlever un 7-8 ans juste parce qu'il roule trop chaud. Alors, la solution, là, c'est pas de faire une plateforme électrique. La solution, c'est peut-être un thermostat avec une petite 2x2 au mur, puis tu sors de l'air pour avoir une chambre électrique qui roule à une température ambiante raisonnable. Puis là, ben, tu ajoutes de la valeur à tes actifs. On parlait de profitabilité, c'est une forme de profitabilité passive. Au lieu d'arriver dans X années, puis finalement, il faut que tu changes tout parce que tout c'est usé trop vite. Ça, c'est des petits trucs faciles qui donnent de la longévité aux actifs, qui évitent des dépenses. Ben, comme par des installations adéquates, tu fais perdurer toutes tes composantes électriques. Absolument.
Non, c'est tout à fait vrai. Puis tu parles justement de resserrer les logs dans les panneaux, tout ça. C'est quelque chose que moi-même sur ma ferme j'ai observé aussi. Tu as tout à fait raison. Est-ce que tu peux nous parler, mettons, du côté de chez Prévtech, là, des dernières avancées en sécurité électrique là, qui se passent, là, mettons, là, parce que tu sais, on le sait, là, nos installations électriques, là, ça a grossi énormément depuis les dernières années, puis la complexité, tout ça. C'est sûr que ça fait beaucoup à surveiller, parce qu'on parle beaucoup de surveillance depuis tantôt. Mais là, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient, mettons, au niveau sécurité électrique chez Prévtech? Là, je parlerai pas tout de notre roadmap, que ce qu'on va mettre là publiquement comme ça, mais c'est sûr qu'un élément qui est assez évident en 2024, puis je pense que tous les manufacturiers de tous les équipements vont d'une certaine façon être obligés de considérer ça dans leurs options, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. OK? Puis l'intelligence artificielle dans la perspective, ça va tout faire pour nous tout seul, ça, j'y crois pas. Par contre, quand on est porté à faire prendre des décisions en grande quantité, rapidement, puis d'être accompagné pour prendre la bonne décision, je vois certainement l'intégration de produits comme le nôtre et d'autres là, apporter dans le fond les bénéfices de l'intelligence artificielle pour accélérer dans le fond la prise de décision, faciliter la prise de décision, puis même, je vais dire un gros mot là, être prédictif, être capable de voir les choses s'annoncer bien avant qu'on ait même un seuil d'alarme. Puis là, c'est toujours le danger, c'est d'écœurer les clients avec des affaires qui sont même pas encore graves. Mais c'est sûr que c'est probablement l'élément là, qu'on est déjà en train d'intégrer puis de valoriser. Puis ça, c'est un mélange aussi de notre interaction avec le client, la vraie vie qu'on a comme conversation avec le client, la donnée électrique qu'on a, puis rajouter à ça un peu d'intelligence artificielle, de machine learning, comme on dit en anglais aussi. Ça, je pense qu'il va y avoir des avancées intéressantes qui vont apporter des bénéfices là, supplémentaires en sécurité électrique. Le volet sécurité électrique par rapport à l'électrique ou les composantes électriques comme telles, que les panneaux, les transformateurs, les câbles qu'on a, c'est les mêmes des 20-30 dernières années. On est dans un environnement très normé, on a des règles UL, CSA qui sont quand même strictes, ce qui fait que l'innovation dans l'équipement électrique comme tel, des fois, je vois des choses intéressantes, mais c'est tellement dispendieux que ça cible des industries qui vont peut-être considérer ça. Je pense que ce qu'on a essayé de faire dans notre approche chez Prévtech, c'était, sans tomber dans l'excès de l'innovation électrique, c'est d'essayer d'amener un langage simplifié pour engager le client dans sa sensibilisation à la conversation électrique. Puis ça reste encore très analogue, très humain, très conversationnel. Puis, mais j'aimerais ça dire là, que il y a une boule de cristal, plein d'affaires là, complètement novatrices dans le monde électrique, là, mais ça reste encore un secteur très conservateur. Là. D'accord. Par contre, j'ai quand même à dire, il y a des choses que je vois, là, parce que je suis impliqué dans une couple de projets, je vois l'importance de l'efficacité énergétique dans les fermes. Je veux dire, la facture électrique d'un producteur agricole aujourd'hui, là, c'est plus quelque chose de négligeable. Alors, puis d'autant plus qu'on automatise, puis on mécanise davantage, puis là, on a plus des moteurs à 5 HP, on a des moteurs à 40-50 HP, on a des clients qui ont même des moteurs avec des drives à 100 HP. On sait quand ça part, là, ça mange de l'argent pas mal. Comment bien maîtriser, dans le fond, son équation d'efficacité énergétique pour que ça soit facilement gérable pour un producteur agricole? Ça, je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dedans. Puis je pense qu'on a une certaine responsabilité à le faire de telle sorte que ça soit utile, facilement utilisable aussi pour un opérateur. Et ça, nécessairement, je vois les nouvelles technologies arriver. On va donner l'exemple des drives. Les drives, là, il y a deux écoles de pensée. Il y en a, je veux pas ça crée des problèmes d'interférence, problèmes de scie. Bon, je pense que l'environnement a appris comment mieux installer des drives, avoir des câbles plus courts, avoir une bonne installation, le bon type de drive pour l'environnement où il y a des animaux. Puis les équipementiers aussi se sont raffinés sur ce volet-là. Mais il y a des drives qui vont commencer à sortir au marché, qui font plus d'harmonique, qui font plus de bruit, qui mettent plus de bruit, plus de courant au ground. Alors ça, on est dans une autre génération d'équipements qui vont apporter d'énormes bénéfices, autant au niveau électrique,
Ça va être des composantes aussi qui sont bavardes, qui sont capables d'avoir un état de santé de ta drive en temps réel. Tu peux être capable de la gérer, ta drive, si elle a un enjeu. Puis en plus de ça, l'efficacité énergétique est multipliée par ces nouvelles technologies-là. Ça, de fait, c'est très excitant. Ça s'en vient. On en a installé quelques-unes là, dans des fermes dernièrement sur des moteurs de 20-25 HP. Puis les bénéfices sont réellement là. Des innovations, en fait, qui passent par un besoin ou l'expérience qui était encaissée depuis un certain temps. Puis là, ben justement, on peut profiter aujourd'hui de ces connaissances-là puis améliorer nos installations. Exact. On commence à voir sur les fermes, puis on en voit beaucoup en Europe, des panneaux solaires, des éoliennes. Ces technologies-là, est-ce que quel impact là, ça peut avoir là, sur justement le réseau électrique? Est-ce qu'il y a des choses dont se méfier ou bien que c'est des bonnes choses? Ben, c'est délicat comme question parce que souvent, il y a différents formats. Hein. Les formats qu'on a vus souvent, c'est que le producteur il se fait proposer par une compagnie tierce on va te louer ton toit ou on va te louer du terrain. Même pour les fins de l'exemple, on va te louer ton toit parce qu'il y a de la surface, puis on va t'installer un kit. Puis on va t'installer un container avec des inverters, puis voici le deal économique sur 10-15 ans. Puis les chiffres peuvent être intéressants. Ils sont considérés, puis on en installe. Bon, mettons que tout ça, là, c'est tout fantastique, c'est tout beau, puis ça fonctionne bien, puis la preuve, il s'est adopté. Mais c'est comme n'importe quoi. C'est sur le toit, c'est au gros soleil, c'est aux intempéries. Donc, la première fois, je veux dire, c'est de s'assurer que la personne ou les groupes avec qui on travaille ça, qu'on a une relation qui inclut de la maintenance, qui inclut du monitorage, qui assure, dans le fond, l'état de santé de ce qui est électrique sur le toit. Dans le fond, je n'inventerai pas une autre histoire différente. Là. On dit, faisons ça avec ce qu'il y a dans la ferme. Si tu en mets sur la ferme, fais la même affaire. Okay? Il y a de la maintenance dessus, qu'on ait une inspection visuelle, que dans le fond, les entreprises qui offrent ces packages-là, que ce soit même le producteur qui le fasse de son propre chef, parce que ça, on en a aussi, là, on a juste étendu le réseau électrique, son propre réseau électrique à celui qui est sur le toit. Puis là, on n'est pas, nous, encore, chez Breftech, rendus à le faire. On nous le demande de plus en plus. Mais si on est dans du DC, on a des inverters, on a des manufacturiers là-dedans, il y a des garanties à respecter. Donc, on peut pas non plus aller jouer, tout comme on se mettra pas à faire de la maintenance là, sur un robot de traite. Il y a comme des terrains de délimitation. Mais la question est bonne. Il y a pas mal de puissance à travers ça. Puis je pense que avant de commencer à dire hey, c'est pas bon, c'est dangereux, je pense que c'est tout à fait valable puis inévitable qu'on va avoir de plus en plus d'énergie renouvelable de ce type-là dans l'environnement agroalimentaire puis à la ferme. Mais en premier lieu, avant de penser à des affaires compliquées, s'assurer qu'on a un plan de maintenance, s'assurer qu'on ne le laisse pas comme à l'abandon, puis on veut juste collecter le chèque que ça donne. Ça, c'est une recette qui, maintenant, on va avoir une surprise. Puis, on a vu le type de surprise que ça peut donner. Puis, malheureusement, on est un peu dépourvu. Là, c'est mal placé. C'est pas comme un moteur de somme-pompe. OK, on a des branches, c'est réglé. En 10 minutes, là, j'ai un problème sur l'entièreté de mon toit de ferme. Qu'est-ce que je fais? Il faut penser un peu à quand ça va bien, tout va bien, fantastique. Quand j'ai un problème, c'est quoi mon plan de match? C'est quoi mon plan d'urgence? Comment j'agis avec ça? D'avoir rapidement, dans le fond, des plans A, B, C pour gérer ces nouveaux actifs-là. Ah, effectivement, j'ai des amis français qui ont des toitures comme ça, justement en panneaux solaires. Ils en retirent à tous les ans une coquette somme quand même de l'énergie qu'ils peuvent générer par là, parce que justement, ça fait de la surface. Mais c'est ça, il faut savoir appliquer ces installations-là à nos réalités de notre partie du globe. Et puis aussi, justement, le point de vue là, prévention ou entretien, il faut que ça soit vraiment sur la coche pour pas qu'il arrive de problèmes et que ça occasionne d'autres dépenses supplémentaires. Le problème que je vois souvent, si je peux me permettre dans l'agricole, c'est qu'on voit des bénéfices de certains équipements, je vais parler en généralité, là, dans le secteur industriel commercial. Ça a fait ses preuves, ça a pris de la maturité, ça a démontré ses bénéfices, que ce soit en rendement, en efficacité énergétique, en puissance, peu importe. Ça fait le job. Puis là, on dit, hey, tabarouette, ça va être bon, ça, puis ça la ferme. Puis là, on prend un équipement qui a été conçu pour l'environnement industriel commercial, puis on le met dans un environnement où il y a des animaux, où il y a de l'humidité, il y a de l'ammoniac, c'est corrosif. Puis là, il faudrait peut-être augmenter, il faudrait peut-être ajuster le design. Mais là, la personne qui a appris l'amélioration en recherche et développement sur ce produit-là, là,
tu veux pas être là. Alors souvent, ce qu'on a, tu sais, on est au Québec, là, il neige. Alors un toit là où on rajoute du poids dessus. Puis en plus de ça, quand on l'a fait designer notre ferme, il y avait-tu des structures nécessaires pour pouvoir supporter un poids supplémentaire en plus de la neige? Et ces considérations-là d'ingénierie sont importantes à en prendre en considération. Puis par-dessus ça, est-ce que l'équipement a fait, dans le fond, foi d'amélioration pour être adapté à être dans un environnement agricole? Parce qu'il y a des gaz qui sortent de ta ferme, là. Un toit industriel, là, t'as pas d'ammoniac, t'as pas de gaz corrosif. Alors, là, est-ce que c'est pris en considération dans les choix de matériaux, l'installation et tout? Alors, toutes sortes de questionnements, là, souvent. Puis je le vois dans les producteurs qui sont allés dans cette direction-là, là, qui font leur devoir. J'ai rarement eu quelqu'un qui dit, genre, mets ça sur le toit, ça va être correct. Mais les devoirs se font, mais je veux juste encourager qu'on en fasse davantage parce que je pense que ça va faire partie de notre écosystème. Oui, effectivement. Puis, ben, tu sais, ça fait partie des énergies vertes, donc. Oui. Faut rester à l'affût de ça. En terminant, Pierre-André, si tu avais un conseil, on va dire, là, juste un conseil, qu'on va dire pour boucler la boucle là, de cette entrevue-là, à donner en sécurité électrique à nos auditeurs, qu'est-ce que ça serait? C'est sûr qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Je vais le répéter. Une direction culturelle dans l'entreprise que tout le monde est responsable de prévention. Puis que le premier geste à faire, c'est d'inculquer des activités de maintenance préventive. Je ne ferai pas le pitch de vente de BrefTech, là, ça c'est du continu. Et on commence avec ça, que tout le monde se sente responsable de la sécurité électrique à la ferme, tout le monde soit conscient qu'il y a un réseau électrique, puis c'est ça qui alimente tous les éléments du bâtiment. Première affaire. Deuxième élément, gardons-le en santé, faisons de la maintenance occasionnelle et régulière dessus, et assurons qu'il reste en santé. Quand tu as ça, là, après ça, est-ce que je peux avoir des outils pour m'assurer qu'il reste en santé? Parce qu'on fait du sport que là, tout d'un coup, là, on ne peut pas se péter un genou en faisant une marche dans le champ. Là. Donc, quelque part, les choses vont arriver au fur et à mesure juste parce que l'environnement est hostile qui va se dégrader. Mais un conseil, je pense, très adéquat, c'est de se donner des plans de maintenance puis de faire participer tout le monde dans l'équation. Ça, c'est winner, assurément. Donc, la prévention, toujours la prévention. Toujours. Bon. Hey, merci. La prévention, je vais finir, c'est la prévention, là. Cette attitude-là, mais c'est d'apporter les mesures correctives. Quand on trouve un trouble, il faut le corriger. C'est un peu ça, le prévenir une situation pour pas qu'elle se produise, ben, il faut changer sa trajectoire. La seule façon qu'on peut la changer, c'est pas en sachant qu'on a un problème, c'est en le corrigeant. Puis ça, ben, c'est d'aller chercher l'aide qu'il faut, travailler avec son électricien, puis le faire le plus rapidement possible. Le temps est en même temps ton meilleur allié et ton pire ennemi en prévention. Excellent, excellent. Gros merci, Pierre-André Meunier, pour avoir participé à cette émission aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, merci. Eh bien, voilà une belle option pour améliorer la sécurité électrique sur nos fermes, mais aussi plus de sérénité face aux risques d'incendie d'origine électrique. J'espère sincèrement que le sujet d'aujourd'hui vous a amené à vous questionner si vos installations électriques sont adéquates et, dans le cas de doute, n'hésitez pas à engager des spécialistes, car on l'a assez dit aujourd'hui, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est tout pour cet épisode d'Entre-deux traites. Merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Merci à notre équipe de production, Carl Bélanger et Bruce Sargent. Merci encore à notre invité, Pierre-André Meunier de BrefTech Innovation. Si vous avez des questions ou des suggestions, visitez la page Facebook du Balado ou notre compte X. On se retrouve bientôt pour un autre épisode d'Entre-deux traites. Salut!